Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio. Le monde du travail est paradoxal, surtout lorsqu'on a grandi dans les années 80 et 90, obsédé par l'idée de crise, de déclassement, de chômage. Avoir un boulot, c'était l'assurance de s'en sortir dans la vie, de se lancer, de démarrer son existence d'adulte. Sauf que pour bon nombre d'entre nous, la découverte du monde du travail fut une grosse déconvenue. Entre les tâches ingrates, les ambiances pénibles et les divers abus de pouvoir dont on est nombreux à s'être retrouvés à la fois les témoins et les victimes, c'est peu dire que la perspective de devoir subir tout ça pendant 40 ans pouvait apparaître comme un pur scénario de film d'horreur. Et encore, je vous parle de boulot tertiaire, dans le confort de bureaux chauffés avec des machines à café et des cantines. Pourquoi est-ce que malgré la grande banalité de cette expérience traumatique du travail, on ne parvient pas à le faire évoluer ? C'était l'un des sujets d'une discussion qu'a eu ma camarade Camille Test dans son podcast Encore heureux avec l'autrice et enseignante-chercheuse en philosophie du travail Céline Marty, que je vous propose tout de suite de découvrir. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Et pour démarrer leur conversation, Camille a demandé à Céline Marty en quoi le travail pouvait être un objet philosophique. Alors, c'est intéressant parce que pendant longtemps, ça n'a pas été un objet philosophique au sens où, quand on essaye de refaire une sorte d'histoire des idées du travail, on trouve peu de textes finalement avant la révolution industrielle et donc avant une transformation de l'économie politique qui amène les penseurs, et c'est d'ailleurs des économistes, des sociologues, à penser le travail et à le théoriser. Je pense que c'est aussi parce que longtemps, les philosophes n'ont pas eu besoin de gagner de l'argent pour vivre, parce qu'ils venaient de familles aisées et donc ils ont pu avoir des études dans les humanités gratuitement et donc finalement ils n'ont pas eu ce rapport forcé à l'emploi comme on peut le connaître aujourd'hui ou comme ont pu l'avoir d'autres philosophes par la suite. Et ce qui m'intéresse sociologiquement, c'est que les théoriciens les plus critiques vis-à-vis du travail, par exemple Rousseau, par exemple David Graeber, sont des gens qui ont dû en baver pour payer leurs factures, de diverses manières. Et donc finalement, quand on en bave pour payer ses factures et que tout n'est pas facile pour des raisons familiales ou professionnelles, on en vient à avoir un rapport très critique au travail. Et ça m'intéresse. Et toi, qu'est-ce qui, personnellement, t'a poussé à t'intéresser au travail et pas à un autre objet philosophique, le bonheur, la mort ou autre ? Moi, je m'intéressais d'abord aux théories de la démocratie dans une perspective un peu de philosophie politique. Je travaillais sur les sujets de démocratie participative et je me suis rendu compte qu'en fait, on avait beau mettre en place plein de mécanismes de démocratie participative, plein d'outils, plein de sondages, etc. Si on ne changeait pas les conditions de travail des gens, en fait, on n'allait pas leur permettre de s'investir politiquement parce que quand vous rentrez crever le soir à 20h et que vous n'avez pas de temps de réflexion politique et quand on vous demande de voter une fois tous les 5 ans, en fait, vous avez des conditions de vie matérielles qui ne vous permettent pas de vous investir dans la chose politique. Alors, on va en parler du travail, évidemment, sous cet angle et aussi sous l'angle de la santé mentale pendant 1 heure. Pour ce faire, je vais vous demander d'accueillir également Daniel Batoula. Bonsoir, merci. Daniel, que je qualifie désormais de mon psychiatre préféré. Comment ça va, Daniel ? Je suis peut-être le seul. Très bien, ça va. Merci beaucoup. Donc, tu es avec nous toute la saison. Toi, est-ce que dans ta famille, il y avait une culture du travail ? Est-ce qu'on t'a dit « il faut que tu fasses des grandes études » ? Est-ce que c'est comme ça que tu es devenu médecin, par exemple ? Alors, pas particulièrement. Dans ma famille, on ne m'a pas poussé à faire de grandes études. C'est quelque chose que j'ai développé un peu tout seul parce que j'aimais bien les études. J'ai voulu aller vers quelque chose où je devais aller faire des études assez longues. Ça m'intéressait vraiment bien. Mes parents ont tous les deux un emploi et ils ont travaillé toute leur vie. J'ai toujours vu travailler. Donc, pour moi, c'était nécessaire ou c'était quelque chose d'habituel de travailler. Mais je ne me suis pas posé la question et on ne m'a pas forcé, on ne m'a pas contraint à travailler plus que ça. Aujourd'hui, le travail prend une place immense dans notre vie. On est beaucoup à se plaindre, par exemple, que le soir, on doit encore répondre à des mails, que le week-end, on continue à penser au travail. Enfin, moi, je me reconnais vraiment là-dedans. En fait, même le week-end, quand je me repose, je me dis « Attends, mais qu'est-ce que je pourrais faire la semaine prochaine ?» C'est comme si le travail ne s'arrêtait jamais. Céline, est-ce que ça a toujours été comme ça ? Non, ça n'a pas toujours été comme ça et c'est amplifié d'une part par les outils numériques et le fait qu'on peut transporter avec nous le travail à la maison et c'est aussi dû à la transformation des métiers. Et d'un point de vue très pratique,
pratique, ça ne touche pas tous les emplois de la même manière. Et donc finalement, ce sentiment d'être toujours happé dans des processus de travail en cours, ça vient aussi d'une forme de tertiarisation de la société, à savoir que c'est les emplois de services qui sont majoritaires aujourd'hui en France, et donc on est plutôt sur des tâches qui peuvent se faire en continu, qui impliquent une forme de veille, de formation un peu continue, mais ce qui n'est pas la réalité pour beaucoup d'emplois. Par contre, ce qui peut être compliqué, c'est qu'aujourd'hui, on essaye de s'affranchir des réglementations du droit du travail et de faire travailler les gens le dimanche, de les faire travailler en plus par-delà les heures officielles. Et donc, on est aussi dans un mouvement de déconstruction des normes du droit du travail qu'on avait réussi à construire tout au long du 19e et du 20e siècle dans les luttes sociales. Alors, dans ton livre, tu notes quelque chose que je trouve passionnant et à la fois terrifiant, qui est que même nos loisirs aujourd'hui servent notre travail. On va regarder Netflix en anglais parce que comme ça, on va pouvoir progresser en anglais. On va faire du yoga et de la méditation parce que comme ça, on sera plus productive au travail le lundi matin. Est-ce que ça participe de cette culture extrêmement productiviste dans laquelle on est au travail, mais aussi en dehors ? Oui, et ça participe de l'impression que toute activité est légitime si elle sert notre CV et notre activité professionnelle. Et je pense que c'est amplifié par une culture qu'on trouve dans les écoles, donc les écoles politiques, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, où les associations sont vues comme le moment de développer des compétences et des lignes pour le CV qu'ensuite on ira faire valoir au moment de décrocher un stage à 400 €. Et donc, je pense que ça vient d'un état d'esprit qu'on nous inculque, surtout à ce moment-là, des études supérieures, peut-être moins au moment de la formation du primaire et du secondaire, mais encore une fois, c'est aussi segmenté socialement. C'est aussi segmenté pour les professions à qui on demande cette formation et cette veille permanente. En fait, ça donne l'impression qu'on n'est jamais légitime à faire ce qu'on fait parce qu'on ne sait jamais assez, et donc ça va de pair avec une déstructuration des qualifications, alors que pendant longtemps, ces qualifications, c'était une façon de dire je sais faire ce que je fais, je le sais, je peux le faire, et j'ai pas à me remettre en question toutes les semaines. Alors pour les personnes qui sont concernées par le fait de ramener du travail à la maison, de réfléchir à leur travail le week-end, on peut, je crois, noter que la conséquence, c'est une surcharge cognitive constante. Daniel, est-ce que tu confirmes que cette surcharge cognitive et cette surprésence du travail dans l'existence, c'est un problème de santé mentale ? En tout cas, ça peut créer des problèmes de santé mentale. Bien sûr, parce que comme tu le disais, c'est quelque chose qui reste en fond permanent, une charge mentale supplémentaire qu'on s'inflige. Et on a tous maintenant des mails qu'on peut recevoir sur le téléphone, des mails professionnels. Donc même à des moments où on n'a pas envie d'y penser, ça peut survenir. Donc c'est aussi très important de pouvoir se dire, quand je déconnecte du travail, je déconnecte aussi mon téléphone par rapport à ce genre de choses pour ne pas avoir cette charge mentale qui est permanente. Et c'est important, il me semble, de se rappeler que c'est un droit, en tout cas ça devrait l'être, et que en tant que travailleur et travailleuse, on a des droits, on a le droit d'être protégé de cela, encore un peu. Pour autant, aujourd'hui, le nombre de travailleurs syndiqués est assez faible en réalité. Il me semble que c'est 1 salarié sur 10 en France qui est syndiqué. Parmi les solutions pour échapper un peu à cette surpression du travail, est-ce qu'il n'y aurait pas justement ça, le droit du travail et se syndiquer ? Oui, tout à fait. C'est intéressant le cas du syndicalisme en France par rapport à d'autres pays européens où il y a des taux de syndicalisation à 80%, 70%, 90% dans les pays du Nord. Et donc, on se demande un peu toujours pourquoi cette situation française à 10%. On l'explique par le fait que dans les pays du Nord, pour avoir les avantages négociés par les syndicats, il faut être membre du syndicat, alors que chez nous, en France, les syndicats négocient pour tout le monde. Et du coup, il y a un peu ce phénomène de passager clandestin où tout le monde est bien content quand les réformes passent, quand c'est dans le bon sens, mais finalement les gens s'engagent pas directement. Mais en effet, sur le droit à la déconnexion, il y a eu des luttes syndicales dessus, et c'est un droit qui est passé. Et donc ça, c'est un exemple, par exemple, d'un nouveau droit social qu'on a eu récemment, parce qu'on a toujours l'impression que ça s'est fini avec les 35 heures et les semaines de congés payés. Mais non, le droit à la déconnexion, c'est un nouveau droit social. Alors, je vous renverrai, chers auditeurs, à un épisode du podcast Self-Care ta mère, où une psychologue clinicienne avait été invitée, Marie Peuzé. L'épisode s'appelle « Êtes-vous en burn-out ou êtes-vous une petite nature ?» Et justement, Marie Peuzé parle du fait que lutter contre le burn-out, ça passe aussi par le droit. C'est pas uniquement un truc psychologique où il faudrait se reposer, voir un psy, voir un coach du travail, mais c'est aussi se protéger.
Céline, le travail aujourd'hui, c'est, peut-être hier aussi d'ailleurs, c'est en France en tout cas une valeur absolument cardinale, absolument existentielle. Le travail, notamment, fait en grande partie, nous permet de nous définir en tant que personne, fait partie de notre identité. On demande aux gens qu'est-ce que tu fais dans la vie et ça nous permet en quelque sorte de les définir. Est-ce que ça a toujours été comme ça et est-ce que c'est un problème ? Alors, à nouveau, ça n'a pas toujours été comme ça, surtout si on reprend sur une histoire très longue. Quand vous vous placez dans une société d'Ancien Régime où en fait vous êtes noble de génération en génération, ou bien vous vous engagez dans le clergé, ou bien vous êtes paysan de génération en génération, vous ne posez pas les questions de la même façon. En fait, peut-être que cette impression de devoir justifier ses choix vis-à-vis de l'emploi sont aussi dues à une société où on a l'impression qu'on peut choisir. On a l'impression que tout est ouvert quand vous êtes en primaire et donc on vous demande plombier ou bien médecin. Et donc finalement, c'est parce qu'il y a cet enjeu, il y a cette possibilité de choix que ça devient un enjeu personnel aussi. C'est aussi le résultat de plusieurs siècles de mise au travail des gens, de mise au travail sous la forme du travail salarié. En fait, en France, il y a encore un siècle, on est majoritairement une population agricole, une population paysanne où les gens vivent à la campagne, ils ont leurs poules, ils ont leurs vergers et ils vivent beaucoup d'autoproduction aussi. Ils n'ont pas tellement besoin d'aller au supermarché pour satisfaire leurs besoins. Et finalement, la transformation majeure du XXe siècle aussi, en France, c'est l'exode rural, où les gens quittent ces emplois, ces statuts de paysans pour avoir des emplois dans l'industrie, pour avoir des emplois dans le tertiaire, dans les villes. Et ça transforme les modes de vie. Et donc, ça fait du choix de l'emploi un choix cardinal. Alors qu'en fait, quand vous aviez un mode de vie hérité de génération en génération, vous vous posiez moins ces questions-là de mon métier par rapport à celui des autres, mon choix, etc. C'était plus une sorte de quotidienneté un peu évidente. Et le fait qu'aujourd'hui, le travail prenne autant de place et surtout nous serve à nous définir, soit très très lié à notre identité, Daniel, en quoi se définir par son travail peut potentiellement être un problème ? C'est comme quand on se définit par une pathologie chronique qu'on a. Il y a des personnes qui sont atteintes de diabète. Quand elles se présentent, elles disent pas je suis diabétique. C'est pas leur identité. Quand on se présente avec son travail, on a tendance à se coller une étiquette et on est défini que par notre travail. Et quand vous rencontrez des personnes, une des premières questions que vous allez principalement poser, c'est « Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Si vous leur dites « Moi, je vais courir et puis j'aime bien me promener en forêt », les gens ils vont être complètement désarçonnés. Ils vont dire « Mais c'était pas la question que je te posais. En fait, tu m'as demandé ce que je faisais, je t'explique, mais sans être obligé de parler du travail. » Et parler tout le temps du travail, ça va nous réduire à juste cet emploi et on va être une seule identité et on va se définir que comme ça. Et du coup, on va penser au travail tout le temps, en permanence. Mais justement, on reviendra tout à l'heure sur des techniques pour se décentrer un petit peu du travail en tant que société et en tant qu'individu. Mais déjà, il me semble qu'il y a une clé derrière ça de dire est-ce qu'on pourrait essayer de faire l'effort quand on rencontre des nouvelles personnes de ne pas leur demander ce qu'ils font ou ce qu'elles font dans la vie ? Effectivement, je pense que c'est quelque chose même de très important et je vous propose lors de vos prochaines soirées ou lors de vos prochaines rencontres, que ce soit des personnes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas du tout, c'est encore mieux quand c'est des gens que vous ne connaissez pas, de leur dire « Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire à côté du travail ?» Comme ça, la personne, elle sera obligée de parler d'autre chose que de son travail. Ça lui permettra de se dire de penser à elle-même, de se dire qu'est-ce que moi j'aime, comment est-ce que je me définis, qu'est-ce que j'ai comme loisir. Et puis vous aussi, ça vous permettra peut-être de réfléchir à ce que vous avez comme loisir, ce que vous aimez dans la vie et de vous définir à côté de cette identité du travail et de vous détacher de tout ça et de penser à un peu autre chose. Et en plus, ça peut enrichir les discussions et ainsi de suite. Alors, en contre-pied de cette hyper-présence du travail, je voudrais vous faire écouter le témoignage très libérateur de quelqu'un qui n'a pas d'ambition et le vit très bien. J'ai fait ce qu'on appelle une grande école. Tout le monde autour de moi rêve d'être ministre ou PDG. Personnellement, je vis très bien le fait d'avoir un job un peu planqué. Je suis relativement bien payée, assez pour acheter un petit appart et financer mes loisirs. Je ne mets aucune énergie en trop dans le travail. Mes collègues veulent se faire remarquer plus que moi. Tant mieux et pour elles et pour eux. Je n'attends pas de mon environnement de travail qu'il me valide ou me valorise. Je trouve un sens à ma vie ailleurs. Céline, dans ton livre, tu notes un peu dans la lignée de ce témoignage que aujourd'hui, questionner le travail et peut-être vouloir s'en détacher, c'est assez tabou. Oui, c'est tabou parce que on a fait du travail
dans un sens très large, une sorte de valeur morale au sein de notre société et une sorte d'activité qui prouve notre légitimité à être là, qui prouve notre légitimité à avoir des droits, qui prouve notre valeur en tant que personne. Et donc, si on n'est pas un bon travailleur, on n'est pas une belle personne, on stigmatise les gens qui seraient des fainéants ou des assistés. Donc, on pointe toujours les marginaux qui seraient des assistés, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'emploi, alors qu'il y a plein d'autres formes d'assistanat dans notre société, ne serait-ce que par les incitations, les aides fiscales de l'État aux entreprises, etc. On pourrait dire que l'assistanat, il n'est pas là où on le croit. Et donc, c'est tabou parce qu'il y a une valeur morale, il y a une idéologie du travail qui n'est pas questionnée. Et donc, c'est pas évident, en fait, d'oser poser ces questions sans se faire taxer de fainéant. Et c'est un peu tout ça l'enjeu. C'est d'arriver à montrer que les questions du travail, les questions de ce qu'on produit collectivement sont des questions politiques. Déjà parce que c'est un truc qu'on fait ensemble avec des ressources qui sont collectives, parce que ça a un impact collectif en termes de conséquences de cette production, soit des nuisances, soit au contraire des bienfaits de l'utilité sociale. Et donc il faut y réfléchir collectivement et que c'est pas juste des parts de marché qu'une nouvelle licorne peut s'approprier. Donc je pense que c'est très important de penser le travail comme un enjeu politique et de dépasser la critique morale immédiate de vous êtes des fainéants, vous voulez pas bosser. Critique qui d'ailleurs est toujours utilisée dans différents contextes. Quand on a passé les congés payés, on a dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces ouvriers d'aller à la mer, ces fainéants, il ferait mieux de bosser. Quand on passe les 39 heures, les 35 heures, on dit mais qu'est-ce que vont faire les gens. Donc en fait, il y a toujours une réaction de la part des élites de dire on ne veut pas que les gens aient du temps libre, on ne veut pas qu'ils travaillent moins parce que dans le fond, on cherche à mieux les discipliner par le travail en leur donnant une tâche un peu stupide à faire. Et comme ça, personne ne moufte. Finalement, tout le monde est dans son quotidien. Métro, boulot, dodo, ça fait pas trop de vagues. Et dans ton livre, tu dis le travail est la meilleure des polices. Oui, ça c'est une phrase de Nietzsche qui critique dans le travail le fait que c'est une forme de police sociale qui étouffe en fait toutes les pulsions et tous les intérêts individuels qui aimeraient sortir du cadre. Et finalement, le travail, ça sert à vous cadrer. Et le travail, c'est la suite d'une autre institution qui vous cadre, qui est l'école. Et l'école a été pensée et adaptée au milieu du travail dans le cadre du 19e siècle, au moment où on s'est dit quoi, mais les vieux paysans qui arrivent dans les usines, en fait, ils aiment pas être ouvriers, ils désertent et finalement on les revoit pas, comme toi avec ton stage, ils reviennent pas, terrible. Du coup, pour éviter qu'ils nous plantent, il va falloir éduquer au berceau dès les 4 ans, il va falloir mettre les enfants à l'école en leur apprenant la discipline horaire, en leur apprenant l'obéissance, en leur apprenant ensuite à rendre des devoirs, etc., à justifier de ce qu'ils font. Et donc finalement, le système de la formation scolaire et du travail sont très liés. C'est très utilisé aussi par les organisations, les entreprises pour copier les codes de l'école dans la valorisation professionnelle. Vous avez fait un bon trimestre, vous avez fait une bonne évaluation annuelle, donc vous allez avoir un bon point, et ça garde l'obéissance comme ça. Il y a encore des bulletins d'une certaine façon. Et donc on voit vraiment un parallèle entre les pratiques à l'école et les pratiques de travail. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique aussi, par exemple, la surreprésentation des femmes dans les situations de burn-out. C'est parce qu'en fait, les organisations, les entreprises utilisent ce phénomène de bon élève qu'on trouve chez les femmes pour mieux les dominer au travail, en chargeant encore plus la barque, en se disant que les gens ne vont pas se rebeller face à ces ordres, etc. Et donc c'est très important de déconstruire le syndrome de bon élève aussi dans le milieu du travail, en se rendant compte que là, on n'est plus là pour notre bac et nos études, mais en fait, on bosse pour quelqu'un. Et ça veut dire que quand on est notamment une femme au travail, on peut se regarder faire. Et on se le disait juste avant l'enregistrement, je vous disais que moi, je sens ce syndrome de la bonne élève, je surprépare absolument tout, au point où ça joue parfois un peu sur ma santé mentale, ça run sur mon sommeil, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une solution dans le fait de se dire, en fait, je vais faire juste 75% de ce que je pourrais faire et ça sera bien assez? Effectivement, on peut se dire qu'on n'est pas obligé d'être rentable comme on nous attend au tournant ou comme ce que l'entreprise espère de nous. On peut juste se dire, je fais mon travail, ce qui me plaît, ce que j'apprécie, et je vais pas au-delà, ou je vais pas essayer de faire absolument plus. Et ce que tu disais, c'est assez intéressant, Céline, c'est par rapport au genre, où on retrouve aussi énormément de femmes dans les métiers du soin, dans les métiers du care, puisque les femmes sont plus éduquées depuis le plus jeune âge à prendre soin des autres, et automatiquement dans les entreprises, c'est elles aussi qui vont participer à tout ce qui est l'à côté, l'organisation des pots de départ, l'organisation des anniversaires, l'organisation de petites choses comme ça qui
ne sont même pas du travail, mais qui sont une charge mentale supplémentaire et qui reposent essentiellement sur des femmes à chaque fois. Alors, j'ai été frappée en préparant cet échange de tomber sur un chiffre de l'Institut Montaigne qui suggère que 77% des Français sont satisfaits au travail, alors même qu'on n'arrête pas de parler de souffrance au travail, de burn-out. Céline, est-ce que tu penses que les gens mentent quand ils répondent à ce genre de sondage ? Alors, il y a plein d'enjeux. Il y a les enjeux méthodologiques qui nous posaient la question. Et finalement, on a toujours envie de répondre oui, ça va. C'est qui veut dire non, ça va pas, et là je vais t'expliquer en 10 minutes, une demi-heure pourquoi ça va pas. Bon, mais c'est compliqué. D'un point de vue méthodologique, par exemple, David Graeber, quand il parle des bullshit jobs, il dit c'est les gens qui témoignent anonymement des bullshit jobs en m'envoyant des messages sur internet, en m'envoyant des mails ou bien sur des forums anonymement, mais les gens n'avoueraient jamais à leurs collègues qu'ils ont un bullshit job. Il y a un truc un peu d'un cadre qui favorise l'expression de cette réflexion sur le travail, et c'est pas évident que le cadre professionnel soit un cadre évident pour ce faire. Par ailleurs, le sentiment de satisfaction, il dépend toujours d'une situation dans laquelle on est. Et quand on vous rabâche constamment à la télé que le chômage augmente ou bien qu'il diminue en bidouillant les chiffres, que finalement les gens n'arrivent pas à trouver un emploi stable, etc., vous pouvez vous dire oui, moi, par comparaison, ça va. En fait, le sentiment de satisfaction, il faudrait voir ce qu'on met ensuite précisément en termes de critères, parce que quand on regarde des stats plus précises, par exemple, l'Institut Montaigne a montré que sur ces 5 dernières années, donc c'est assez récent et ça inclut le Covid, 60% des travailleurs français ont l'impression que leur charge de travail a augmenté. Ok, là on dit ça précise un peu les choses. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils ne sont plus satisfaits ? Bon, je pense qu'il faut voir au cas par cas avec ce genre de critères, parce que là, ça indique par exemple qu'il y a un problème dans la gestion de notre charge de travail en France. Et que même si théoriquement le nombre d'heures ne change pas, et légalement c'est pas le cas, en fait, dans les faits, les gens ont l'impression d'avoir plus de boulot. Et ça, c'est un ressenti subjectif qui influence les conditions de travail. Alors, il y a évidemment des gens qui n'aiment pas leur travail. On va revenir dans un instant sur les bullshit jobs. Il y a aussi des gens qui aiment leur travail, qui y trouvent du sens. Je voudrais qu'on écoute un témoignage. Je suis professeure des écoles en CE1. Parfois, j'ai du mal à l'assumer dans les espaces militants que je fréquente, mais j'aime mon travail salarié. Je suis toujours contente de me lever pour m'y rendre et je passe beaucoup de temps à lire et à créer des dispositifs pour mes élèves ou pour les enseignants que j'accompagne. Mon travail participe à mon équilibre. Même si je questionne la valeur travail en permanence dans ma vie militante ou avec mes amis, il n'en reste pas moins que je n'ai pas l'impression de perdre ma vie à la gagner. Mon travail fait partie de moi. Il ne me définit pas, mais il me constitue un peu quand même. J'aime mes journées au travail, j'y trouve du sens. Qu'est-ce que ça t'évoque, Céline ? Je pense que c'est très juste dans les critères qu'on donne, les critères objectifs pour le sens au travail. Il y a notamment le fait d'être en contact avec un public. Et là, le cas d'une enseignante, elle voit ses élèves tous les matins, elle sait très bien l'effet qu'elle a sur eux. Et finalement, ça montre que quand vous ne voyez pas les effets de votre travail au quotidien, ça peut vous donner l'impression que ça sert à rien, etc. Après, sur un temps long, sur l'évolution des conditions de travail et de vie des enseignants, les gens peuvent se plaindre que les rémunérations ont drastiquement baissé dans le rapport au SMIC, qu'il y a de plus en plus d'élèves, qu'il y a de plus en plus d'élèves avec des cas particuliers où on aimerait être accompagné, qu'il y a de plus en plus d'élèves avec des cas particuliers pour lesquels on aimerait être formé. Et en fait, c'est pas parce qu'on peut trouver du sens à la tâche dans l'abstrait au sein d'un système, oui, c'est bien d'éduquer des enfants, qu'on est complètement en adéquation avec toutes les conditions dans lesquelles on l'exerce. Et d'autant que tu notes dans ton livre que effectivement avoir un métier qui a du sens c'est chouette, mais que dire il suffirait donc dans ce cas pour régler tous nos problèmes que tous les métiers aient du sens et qu'on ait tous des métiers passion, mais en réalité c'est pas possible. D'une part, je pense qu'il y a un peu une arnaque de la vocation. C'est-à-dire qu'on va vous dire vous avez la vocation, vous travaillez dans le social, vous êtes sur un super projet écolo en ce moment, donc ne comptez pas vos heures, ne discutez pas vos conditions de travail, donc ne contestez pas le management, etc. C'est comme ça et pas autrement. Donc ça, je pense qu'il y a une méga exploitation par la vocation, le sens, etc. Et surtout ensuite, finalement, c'est pas un discours qui nous permet de distinguer précisément quels sont les métiers essentiels qu'on
qu'on va prioriser et quels sont les métiers bullshit qu'on va supprimer. Moi, je veux bien qu'on parte de cette distinction-là pour ensuite dire, bon bah ok, tous les secteurs qui servent à faire des licornes et à faire de la pub, bah dans ce cas-là, c'est-à-dire des startups qui fonctionnent hyper bien. Voilà, et donc on est content parce qu'on devient des millionnaires, etc. Et je pense que si on réfléchit à ce critère du sens et à l'utilité sociale, il faut qu'on se dise collectivement dans quel secteur on n'investit plus de ressources. Ça veut dire plus d'argent, ça veut dire plus de main-d'œuvre, ça veut dire plus de ressources matérielles. Peut-être que c'est pas pertinent qu'il y ait de l'électricité qui fournisse des panneaux publicitaires. Et donc, il faut qu'on soit conséquent, en fait. Si ça sert juste à dire, bon, bah, cherchez votre sens dans votre petit coin et puis trouvez une entreprise qui a une politique RSE, responsabilité sociale et environnementale, et puis c'est tout, ça change rien, en fait. Le capitalisme, il va juste trouver des nouveaux mots d'ordre et dire regardez ma justification à l'instant T, mais il ne va pas changer ce qu'il produit concrètement. Et dans ton livre, tu reprends, on va dire, des métiers qui ont du sens, qui ont une utilité sociale, par exemple le métier d'agriculteur, d'agricultrice, et tu fais cette proposition qui est de dire, alors il se trouve que le métier d'agriculteur, c'est quand même un métier difficile, pénible, fatigant, et tu te demandes, en fait, est-ce que c'est bien normal qu'il y ait des gens qui fassent que ça et d'autres qui fassent des métiers beaucoup moins pénibles, et est-ce qu'on ne pourrait pas inventer une autre façon de faire où, par exemple, je sais pas, chaque année, nous, on ferait 5% de notre temps de travail, ça serait de l'agriculture. Est-ce qu'on pourrait faire ça ? Oui, tout à fait. Et ça, c'est à nouveau une réflexion collective sur quelles sont les tâches prioritaires dans notre société, quelles sont les tâches aussi les plus urgentes, et je pense que l'agriculture, ça fait partie des plus urgentes, et comment on organise le travail social pour les satisfaire. Et ça ne veut pas dire que les gens doivent être à temps plein, 70 heures par semaine, endettés jusqu'au cou pour le faire. Ça, c'est les conditions de l'agriculture capitaliste qu'on a développées dans l'après-guerre, mais encore une fois, on ne nourrissait pas la France avec ce modèle-là il y a encore un siècle. Donc en fait, les conditions de travail, c'est un enjeu politique. La répartition de la main-d'œuvre sur les différents secteurs, c'est un enjeu politique. Le fait de nous surspécialiser et de nous dire, maintenant, tu vas passer 43 annuités à temps plein sur cette tâche, c'est un choix politique. C'est le résultat d'une formation de la main-d'œuvre, c'est le résultat aussi d'une politique de mouvement aussi, où on ne veut pas que les gens soient en mouvement, aussi parce que c'est une façon de mieux leur dire ensuite vous êtes obsolètes, alors que si finalement on se forme à une pluralité de tâches et qu'ensuite on peut négocier dans quelle tâche on a envie de travailler, etc. On a un peu plus de marge de manœuvre et de rapport de force aussi. Donc ça, je pense que inventer ces nouveaux modèles où on pourrait finalement faire des tâches professionnelles dans différents secteurs et ne pas faire toujours la même chose, ça, je pense que psychologiquement, faire toujours la même chose pendant 43 annuités à temps plein, ça fout le bourdon. Effectivement, le fait de pouvoir faire ces différentes tâches, c'est aussi très important parce que ça nous remet en condition réelle de l'alimentation, par exemple, ou de la cuisine. En fait, pour manger, c'est pas juste je prends mon téléphone, j'appuie sur 2 boutons et puis il y a un livreur qui arrive et j'ai à manger. Non, comment est-ce que je fais à manger ? Je cultive, je fais pousser des choses et ensuite je les cuisine. Et ça peut redevenir quelque chose de très plaisant, de très agréable et on va pouvoir y retrouver du sens. Et donc, cette pluralité d'emploi peut être très intéressante. Et surtout, peut-être que ces métiers dont tu parles pourraient disparaître. En fait, c'est ce que tu dis, Céline, dans ton livre. Est-ce qu'on vraiment a besoin d'avoir des livreurs très très précarisés et qui ne sont pas forcément des métiers incroyablement épanouissants ou utiles ? Oui, et ces métiers-là, on les a finalement, on les laisse exister et on les a majoritairement aussi sponsorisés au niveau de la législation, etc. Parce que le but, c'était en soi de créer des emplois. Ça, c'est le but depuis les années 80, depuis le ralentissement de la croissance économique dans les pays occidentaux. On se dit, zut, on a mécanisé l'agriculture et puis on exploite des travailleurs immigrés dans nos champs en Espagne. On a délocalisé l'industrie. Comment on va occuper les gens en Europe ? Et donc, on a créé ce truc il faut créer des emplois. Donc, on a eu des politiques publiques d'incitation à la création d'emplois à domicile. On vous fait des réductions fiscales si vous employez une femme de ménage, si vous employez une nounou, pas encore pour Deliveroo, il n'y a pas encore de bonus, mais en fait, on est dans cette logique de création d'emplois. Et ça, c'est vraiment problématique parce que d'une part, on accepte qu'on peut créer des emplois pour n'importe quoi. Promener le chien de quelqu'un, ça devient un emploi aussi, etc. Et en plus, ça ne questionne pas le contenu des emplois et ça incite à tout déléguer à des professionnels, à dire c'est ça, une vie réussie, c'est une vie où vous videz pas votre poubelle, quoi. Enfin, quelle vision de l'autonomie, hein. Il y a une satisfaction qui est très bourgeoise, en fait, à avoir des gens qui font des trucs pour nous. Exactement. Y compris monter un meuble Ikea, plutôt que de le faire soi-même, on paye un petit mec par une appli.
Exactement. Et ça, cette logique de « il vaut mieux que ce soit fait par des professionnels », c'est le capitalisme qui instaure cette idée-là pour mieux nous dominer sur la façon dont on satisfait nos besoins. Ça, c'est une thèse que donnent les écologistes comme Ivan Illich et André Gorz dans les années 70 en disant « mais en fait, on a tout professionnalisé, on passe maintenant par des institutions pour absolument tout, y compris le soin de soi-même, on passe par la médecine, l'hôpital, etc. On délègue tout à des professionnels, on est incapable de réparer une voiture, alors qu'en fait, réparer un moteur, ça pouvait être fait au sein d'un village, il y a au début du siècle. On ne sait plus même se faire à manger. Et encore, en France, on a encore un peu plus cette transmission de la culture alimentaire, alors qu'aux États-Unis, vraiment, vous faites cuire des pâtes, c'est bon, vous êtes un chef cuistot. Mais en fait, on est complètement dans la dépendance vis-à-vis des professionnels parce qu'on se fait assister par des experts sur absolument toutes les tâches du quotidien. Alors, on va y revenir à cette question-là parce que ça pose aussi la question de, en fait, si on sait faire plus de choses, peut-être qu'on peut faire plus de choses gratuitement pour soi et donc travailler moins. Ça serait peut-être une solution justement à la souffrance au travail. Si on travaille moins, peut-être que on souffre moins aussi. On va y revenir dans un instant, juste après une petite pause. Vous écoutez Encore Heureux, le podcast de santé mentale de Binge Audio. À mes côtés, toujours Céline Marty, enseignante chercheuse en philosophie du travail et en écologie politique, autrice de Travailler moins pour vivre mieux et de Daniel Batoula, psychiatre. On va reparler de comment échapper au travail, mais avant ça, je voudrais débunker un ultime mythe avec toi qui est celui du bonheur au travail. Cet épisode, justement, on l'a appelé « Peut-on travailler et être heureux ?» Je t'avoue que je l'ai fait un peu par provocation vis-à-vis de toi, parce que je sais que c'est un sujet qui t'intéresse vachement et que tu critiques beaucoup, cette logique du bonheur au travail. Ah oui, je pense qu'il y a des conditions de travail qui favorisent plus ou moins l'équilibre psychologique, l'équilibre mental, l'équilibre moral, mais que quand on cherche à en faire une sorte d'objectif du management ou d'objectif des politiques publiques, finalement, on essaye de maîtriser et de gouverner ce qui est de l'ordre des émotions et ce qui ne devrait pas finalement concerner notre boss. On ne devrait pas rendre de compte sur la façon dont on se sent aussi parce que c'est ça qui permet une certaine forme de distance. Alors bien sûr, quand il y a de la souffrance, il faut que cette souffrance, elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse être accompagnée. Mais par contre, vouloir être absolument au top, vouloir dire que tout va bien, ça participe aussi à une logique de dictature positive des émotions où on n'a pas le droit de dire ce qui ne va pas, on n'ose pas le reconnaître aussi. Et donc, je trouve que cette question du bonheur, elle subjectivise énormément ces débats en faisant un enjeu individuel dont on va parler en face-to-face, alors que quand on parle de conditions de travail, déjà, on parle de façon plus générale de tous les collègues. On va parler de la charge de travail, de l'organisation du travail. Donc, je pense qu'il faut déplacer ce débat sur le bonheur, qui veut un peu rien dire, sur des débats beaucoup plus objectifs dont on pourrait discuter collectivement. Parce que c'est quoi discuter du bonheur avec votre manager qui a un rapport hiérarchique avec vous ? Et il y a aussi cette idée que montre la sociologue Eva Illouz dans Happycratie et la sociologue Danielle Linard aussi, qui est que parfois les outils un peu de bonheur au travail, donc le yoga au travail, le baby-foot, le coach, etc., peuvent être des façons de surresponsabiliser les gens. C'est-à-dire que en gros, on va leur donner du yoga et si après le yoga, ils sont toujours pas très heureux au travail, finalement, c'est de leur faute. C'est pas du tout la faute de l'organisation. C'est pas la faute du fait qu'ils ont beaucoup trop de tâches à effectuer, etc. Oui, tout à fait. C'est une façon de donner l'impression que l'organisation fait quelque chose, alors que derrière peuvent perdurer une culture toxique et des mauvaises conditions de travail. Alors toi, ce que tu proposes dans ton livre, c'est de se décentrer du travail, c'est-à-dire de créer une société où on travaille moins et où le travail est moins au centre de nos préoccupations. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Je pense que déjà la réflexion, les deux idées qu'on a évoquées tout à l'heure, à savoir se satisfaire de 75%, et se dire qu'en fait, ça passe. Donc, revoir nos exigences de qualité, nos standards, etc., c'est déjà une façon de mettre à distance les choses, parce que quand on veut en faire toujours plus, on reste dans cette logique productiviste où, en fait, on n'a jamais fini ses tâches. On n'est jamais content de nous-mêmes non plus, alors que le travail, d'un point de vue, disons, si on pouvait le définir comme une activité, c'est une activité par laquelle on satisfait nos besoins. Et donc, il y a bien un moment où nos besoins, ils sont finis. Nos besoins, ils ne sont pas illimités. Cette activité de production, elle ne devrait pas être illimitée. Et donc, on devrait être capable de dire « j'ai fini ».
Mais d'ailleurs, ce truc de vouloir toujours plus faire, ça se traduit aussi beaucoup par la formation professionnelle. On veut toujours faire des formations complémentaires, refaire une licence, refaire... Enfin, moi, je suis terrifiée de voir à quel point, avec des dispositifs comme mon compte formation ou ce genre de dispositifs, les gens se surforment en permanence en espérant peut-être, je sais pas, être le travailleur ou la travailleuse la plus exceptionnelle de leur bureau, par exemple. Oui, peut-être qu'il y a un peu de ça. Alors, ce qui est compliqué, c'est que la formation, c'est aussi un droit et notamment avec des carrières qui s'allongent, c'est aussi un enjeu pour pas être mis sur le carreau. Donc, je pense qu'il faut voir ça à différents moments, mais c'est vrai que on constate aussi même au moment des formations universitaires une explosion des doubles cursus en machin, et on a l'impression que finalement les cursus en tant que tels sont plus faits complètement à fond et entièrement. Et donc peut-être que l'un des enjeux, c'est d'arrêter cette tentation de cumul, d'arrêter de vouloir en faire toujours plus et d'accepter qu'en fait il y a un moment où c'est fini et où ça fait du bien que ce soit fini parce qu'on peut passer à autre chose. Et le deuxième élément que tu as évoqué, Daniel, c'est aussi le fait de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier en ayant plusieurs activités qui nous plaisent. Je pense que les cas de burn-out arrivent souvent dans des moments d'isolement où il n'y a plus que l'activité professionnelle qui compte dans une vie. Mais en fait, quand vous avez des proches, que ce soit une famille ou que ce soit des amis, etc., qui vous sollicitent pour aller faire autre chose que votre boulot, quand vous avez un chien à promener, quand vous avez une balade en vélo que vous avez envie de faire, quand vous avez un potager où il faut absolument que vous vous occupiez des plants de tomates, vous pouvez pas être complètement happé par votre activité professionnelle. Donc je pense que c'est super important de garder d'autres activités qui nous plaisent, d'autres activités qui ont de la valeur à nos yeux, parce que c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir remettre un équilibre et se dire que c'est super important que la journée de travail, elle soit finie, parce qu'ensuite, il va falloir faire les devoirs, ou bien il va falloir aller s'occuper du chat. Mais il faut que ce soit fini, parce qu'il y a d'autres tâches qui comptent, en fait. Il faut que ce soit fini, parce qu'on a absolument envie de reprendre le roman qu'on était en train de lire. C'est ce que je dis souvent à mes patientes qui viennent en consultation. Je leur explique que quand il y a un épuisement professionnel, c'est souvent que, je leur donne un exemple assez parlant, je leur dis, vous êtes assis sur une chaise qui a 4 pieds. Si vous enlevez un pied pour le réparer, la chaise peut tenir et on peut remplacer le pied. Par contre, si l'endroit où vous êtes assis, c'est un tabouret avec un seul pied, si vous l'enlevez, vous tombez automatiquement. Donc si vous avez que votre travail dans votre vie, dès que vous avez du harcèlement au travail, dès que ça se passe pas bien ou dès que vous voulez changer de travail, automatiquement, tout risque de s'effondrer. Donc, en ayant des loisirs, en ayant des choses à côté, des familles, des amis, des animaux, des choses que vous aimez, des passions, ça vous protégera d'être enfermé dans ce cycle du travail. Ça vous permettra aussi, si un jour vous avez envie de changer ou d'essayer autre chose, de sortir de ça, en gardant, je vais garder mon activité artistique, mon activité physique et puis mes amis, mais le travail, je vais l'enlever. Et puis, une autre fois, je change de loisir artistique et puis une autre fois je change d'amis et ainsi de suite, quoi. Et je pense que ce qui est super important dans la pluralisation de ces activités, c'est aussi de rencontrer d'autres gens. Parce que sinon, dans la sphère professionnelle, en fait, généralement, on rencontre les mêmes personnes avec lesquelles on a fait nos études, parce que en vrai, on noue pas vraiment de vraies relations avec les gens qui s'occupent de la cafétéria et les gens qui s'occupent de nos bureaux. Donc en fait, on reste toujours dans les mêmes cercles sociaux et s'engager dans les associations, s'engager à un niveau politique, s'engager dans le cours de danse d'à côté, c'est une façon de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés dans la sphère professionnelle. Et c'est là où il y a un leurre quand on dit que c'est l'emploi qui nous insère socialement et que c'est par là qu'on noue des relations sociales, c'est qu'en fait on noue des relations sociales avec des pairs ou bien avec un cadre hiérarchique qui peut être opprimant, etc. Et c'est important de défendre l'existence d'activités où on noue des relations sociales qui sont en fait complètement différentes, qui peuvent être sur le mode du partage, de l'entraide, de la solidarité, sur la découverte de l'autre et non plus la compétition avec autrui, parce que c'est quand même ça le milieu professionnel, aussi bien privé que public. Et donc, je pense que c'est important de revendiquer des activités où on peut être avec les autres de façon différente que dans la sphère professionnelle. Effectivement, et au départ, tu me demandais comment est-ce que dans ma famille, on m'a éduqué au travail. En fait, mes parents, on est plusieurs enfants, ils nous ont tous demandé d'avoir une activité artistique et une activité physique à côté de la scolarité, à côté du travail, pour justement rencontrer des personnes qui sont en dehors de notre sphère professionnelle et avoir plein de gens dans des milieux différents, apprendre des valeurs qu'on n'apprend pas à l'école, parce que c'est dans de l'activité physique, dans de l'activité artistique. Et pendant les études, je l'ai beaucoup perçu, parce que dans les études de médecine, on est sur un campus complètement différent
différent de toutes les autres études en général, puisqu'on est à côté de l'hôpital. Et donc, on est déjà mis à part. On est déjà que entre médecins. Et c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé assez étrange et un peu parfois insupportable. Et j'allais justement dans les autres campus pour essayer de rencontrer d'autres gens, pour me dire, en fait, il n'y a pas que des médecins dans la vie, parce qu'au final, on s'enferme dans notre profession. Il n'y a pas que des gens qui font Sciences Po, il n'y a pas que ça, parce qu'au final, dans notre métier, on est toujours confronté à des gens qui font exactement la même chose que nous, quasiment. Alors, on pourrait vous répondre que, oui, c'est très bien de s'engager, de rencontrer des gens d'autres milieux, etc. Mais que, encore faut-il avoir le temps, et que quand on travaille à 35, 40 heures ou parfois plus, c'est difficile. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est de se dire que est-ce que c'est si vrai que ça, qu'on ne peut pas passer à mi-temps, qu'on ne peut pas travailler un petit peu moins? Est-ce que, par exemple, si on réduisait nos besoins, si on consommait moins, si on faisait moins de shopping, si on arrêtait de s'acheter moins de meubles hyper chers, ou si, comme on le disait tout à l'heure, on réapprenait un certain nombre de savoirs, on ne pourrait pas faire des économies assez importantes en réalité qui pourraient nous permettre de travailler beaucoup, beaucoup moins que ce qu'on fait aujourd'hui? Oui, il y a tout à fait, à l'échelle individuelle, c'est possible de passer moins de temps dans son emploi, quitte à gagner moins de ressources économiques, mais en faisant les choses différemment. Et souvent aussi, ces réflexions viennent quand on se rend compte de ce que ça nous coûte d'aller travailler, ce que ça nous coûte en termes de garde d'enfants avant la maternelle, ce que ça nous coûte en termes de transport quand vous prenez votre voiture individuelle dans ce contexte aujourd'hui. Et donc, à la fois au niveau individuel, il y a cette variation du temps de travail qui est importante pour se rendre compte que parfois, en fait, consacrer moins de temps à sa profession, c'est une façon de reprendre du pouvoir sur sa vie, d'économiser aussi des ressources. Mais on peut aussi le penser à une échelle collective. Pourquoi on a besoin que le pays travaille autant ? Est-ce qu'on a besoin que le pays travaille autant ? Est-ce qu'on a besoin que autant de gens fassent autant d'efforts tous les jours, tout en mettant sur le carreau une partie de la population de chômeurs qui cherchent un emploi et qui n'en trouvent pas ? Donc, je pense que la réflexion, elle doit se faire à un niveau macro de pourquoi on produit autant d'âneries ? Pourquoi on a un tiers de notre production alimentaire qui est gaspillée avant d'arriver dans l'assiette ? Pourquoi on produit des lave-linges qu'il va falloir changer au bout de 2 ans ? Pourquoi on produit des fringues de mauvaise qualité ? Et c'est là où il nous faut une réflexion générale, et pas juste sur comment je fais moi avec mes besoins, générale sur tout le système de production et sur où on va finalement. Parce que ce qui est compliqué, c'est que finalement, le capitalisme, il tourne parce qu'on y travaille. C'est nous qui faisons tourner toutes ces machines en allant y travailler tous les jours à différentes échelles, etc. Ça peut être, on est à différents bouts de la chaîne finalement, mais on participe tous à maintenir ce monde en vie. Et donc, tout l'enjeu, c'est comment on fait dérailler la machine, comment on perturbe la chaîne. Donc on peut déjà perturber la chaîne en travaillant moins. On s'extrait un petit peu de cette logique de production-consommation marchande. Mais on peut aussi refuser de participer à ce système-là en cherchant à se reconvertir, en cherchant à faire autre chose. D'acheter des choses. En arrêtant d'acheter des choses. Mais je pense que c'est important de se dire que finalement, c'est tout le système qui débloque. Et ça, quand on se rend compte que c'est pas juste une dissonance cognitive, un caprice individuel, la crise de la trentaine, mais qu'en fait, c'est tout le modèle social dans lequel on est qui va dans le mur, aussi bien socialement qu'écologiquement, ça redonne aussi un peu d'espoir, parce qu'on se dit que déjà, on n'est pas seul responsable et que on n'est pas seul engagé dans cette affaire. Alors justement, une des forces de ton livre, c'est que tu proposes un horizon différent. Tu montres, par exemple, qu'il serait tout à fait possible de mettre en place des outils comme le revenu universel ou le salaire à vie. Et également, tu proposes tout un tas de pistes, notamment la piste d'un sociologue allemand qui s'appelle Claude Hoff, qui considère que ça serait génial de mettre en place un système qui permettrait d'avoir 10 ans de congés payés par personne. Est-ce que ça, c'est un doux rêve, une douce chimère, ou est-ce que c'est des choses qu'en réalité, on pourrait mettre en place si on s'en donnait la peine ? Oui, ces réflexions sur une autre organisation du temps de travail, elles sont là depuis, et elles sont présentes en Europe depuis les années 70, où on a ce contexte de ralentissement de la croissance, ce contexte écologique où on se dit mais c'est absurde cette société, de toujours plus de productivisme, ces horizons de décroissance. Et donc, Klaus Hofe, dans les années 80, il réfléchit aussi à une autre façon d'organiser la sécurité sociale. Et il fait partie d'un groupe de sociologues allemands qui y réfléchissent et qui pensent aussi au revenu universel. C'est aussi beaucoup discuté en France, en Belgique, en Italie. Et finalement, tous ces outils nous montrent que la façon dont on a organisé aujourd'hui la protection sociale en la fondant sur l'emploi
à 43 ans à temps plein, c'est une façon arbitraire de distribuer des droits sociaux et des ressources économiques. C'est la façon qu'on a trouvée au XXe siècle pour filer un peu d'argent à des gens, pour faire en sorte de remplir les frigos et pour faire en sorte que les gens ne meurent plus au travail. Mais en fait, on pourrait inventer d'autres formes de protection sociale. Et c'est pour ça que les propositions de salaire à vie ou de revenu universel sont envisagées comme une autre façon de redistribuer des ressources. En disant, le travail, c'est une production collective qui hérite déjà de structures collectives. Tout ça, c'est pas nous qui l'avons construit. Finalement, on hérite toujours du travail des autres. On hérite toujours de savoir-faire qui ont été élaborés précédemment, etc. C'est ça, faire société. C'est une énorme dette vis-à-vis des générations antérieures. Et la question, c'est comment on partage tout ça. Et finalement, le modèle capitaliste ne veut pas poser la question du partage parce qu'il fait croire que, avec la croissance, vous aurez peut-être un jour votre part du gâteau, mais qu'il ne veut surtout pas partager ce qui est déjà là. Et en fait, on pourrait déjà partager toutes les ressources économiques qui existent, et c'est sur ça que se fonde l'hypothèse du revenu universel, par exemple. Alors, pour que ce système, par exemple, de revenu universel ou de salaire universel aboutisse, en gros, l'une des choses que là, concrètement, on peut faire, c'est par exemple voter pour des personnes qui se battent pour ce genre de choses, c'est se renseigner sur ces questions pour militer auprès de nos proches, à Noël, par exemple, pour éventuellement leur faire changer d'avis sur ces questions. À titre plus individuel, est-ce que c'est pas aussi se tourner vers des outils qui nous permettent de travailler moins ? Je pense, par exemple, alors moi, j'habite dans un village, et dans ce village, on a un groupe Facebook d'entraide dans lequel on se partage absolument tout, à savoir des savoirs, des compétences, des objets. Par exemple, là, j'ai donné un lit à ma voisine. Un lit plus un matelas, c'est quoi ? C'est 400 € ou 500 € quand c'est neuf. Là, c'était 0 pour elle. Il y a des choses très concrètes comme ça, en fait, qu'on peut mettre en place avant d'arriver à ce système, peut-être dans 30, 40, 50 ans, où on aurait plus de temps et ça serait plus institutionnalisé. Oui, tout à fait. La logique du capitalisme, c'est de rendre le travail marchand et la consommation marchande. Donc, dès que vous démarchandisez des choses, finalement, vous vous extrayez de cette logique économique. Et donc, on peut tout à fait se dire au quotidien comment je peux satisfaire mes besoins de façon non marchande, comment je me nourris indépendamment de Deliveroo, comment je noue des relations sociales indépendamment du marché de l'emploi. Et finalement, c'est pas juste une question de production-consommation, c'est vraiment comment j'entre en relation avec les autres indépendamment de la logique de l'intérêt. Je suis pas là parce que je l'ai commandé sur une appli et qu'il a besoin de mon argent. Finalement, on peut nouer des contacts avec d'autres personnes pour d'autres raisons que les raisons économiques que nous propose le capitalisme. Donc finalement, c'est comment on invente, et c'est pas inventé ex nihilo. En fait, ces pratiques-là sociales non marchandes, non contrôlées ni par l'État ni par le marché, elles ont existé très longtemps. C'est le capitalisme qui dit maintenant vous allez payer pour faire cette tâche. Mais finalement, c'est quelque chose de très récent. Donc, je pense que toutes les formes non marchandes de satisfaction de nos besoins, que ce soit par l'entraide, que ce soit par des services publics aussi, parce que la bibliothèque, c'est aussi une alternative non marchande à la consommation culturelle, tout ça, c'est des choses qu'il faut entretenir, pour lesquelles il faut se battre et qu'on peut continuer d'inventer. Par exemple, moi je trouve ça étonnant qu'en France, un pays si agricole, on n'ait pas de service public alimentaire. On pourrait dire pourquoi on a des bibliothèques et pas des cantines et des supermarchés d'État. Pourquoi on n'a pas des endroits où on peut se nourrir à prix coûtant ? Pourquoi le Crous, c'est que pour les étudiants ? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un système de Crous pour toute la population ? Et ça existait dans le bloc de l'Est et ça existe encore en Pologne, ça s'appelle les milk bars et c'est des sortes de cantines populaires où en fait vous pouvez manger à prix coûtant pour l'équivalent de 3 €. Franchement, c'est le Crous quoi. Donc on peut se battre pour le Crous pour tous. C'est une façon de se dire comment on démarchandise nos besoins sans être obligé de passer par Deliveroo, par les marques de supermarchés, etc. Et ça peut demander de l'inventivité parce qu'on est tellement dans une logique aujourd'hui de marchande, dans une logique de professionnel, qu'on est étonné quand il y a de l'entraide, quand quelqu'un nous passe quelque chose gratuitement. On se demande où est l'arnaque finalement. Et donc ça, je pense que c'est des mentalités à revoir et d'autres pratiques aussi à inventer. Et ton exemple de Facebook, il est intéressant. Ça montre bien qu'on peut utiliser les nouveaux outils de la communication à des fins vertueuses, à des fins d'entraide, comme ça a été pensé, et pas juste pour nous envoyer plus de pubs. Alors pour les dernières minutes qui nous restent, j'aimerais bien me tourner vers le public. Est-ce que vous, ça vous inspire des choses, ça vous questionne, ou au contraire, vous pensez que c'est complètement fou et qu'en fait on n'arrivera jamais à sortir de ce système et qu'on travaillera toujours autant et que je vais malheureusement devoir travailler jusqu'à 67 ans ? Vous pouvez lever la main si vous avez des commentaires ou des questions.
En petit commentaire, le temps que le micro arrive, je suis un assez gros fan des médiathèques, donc je vais régulièrement en médiathèque. En plus, avec mes enfants, j'essaie de pas trop acheter de livres. Et après, je vois aussi des amis, j'en parle et je leur demande qu'est-ce qu'ils ont comme livres. Et on s'emprunte, on se prête des livres. Et ça nous évite à chaque fois de les racheter. Et ça fait du partage. Et ça fait du partage et de la connaissance. Et ah tiens, t'as lu ce livre? Ah ben oui, mais tiens, tu m'en parleras. Et on communique sur autre chose. Et c'est un lieu de socialité. Il y a plein d'activités culturelles dans les services publics. Bonjour à tous, merci pour cette présentation. Je voulais revenir sur l'aspect de la spécialisation de chacun dans un travail et le fait que l'on reste chacun à un travail en particulier. Par exemple, vous avez parlé du soin. Je me demandais comment est-ce qu'on pourrait mettre en place les conditions qui fassent que chacun d'entre nous, par exemple, pourrait à un moment expérimenter le fait d'être médecin. C'est-à-dire que dans ce domaine-là en particulier, ça me semble difficile d'échapper à la spécialisation, c'est-à-dire que personnellement, j'aurais plutôt envie que mon médecin ou ma médecine soit spécialisée dans son domaine et bien étudier à fond le sujet avant de me soigner. Oui, bien sûr, parce que vous n'avez pas envie de vous faire opérer par quelqu'un qui vient de débuter. Mais en fait, alors, cette critique de la spécialisation, elle vient dans le cadre de l'écologie politique, telle que c'est pensé par Marcuse, Gore, Silic. Elle vient dans un contexte où c'est une critique plus générale de la science et de la technique telles qu'elles ont été développées par le capitalisme. Et avec l'idée que la science et la technique développées par le capitalisme mènent au règne des experts. On vous apprend à vous laisser prendre en charge par des professionnels. Et Gore et Illich critiquent très longuement la médecine. C'est les années 70, c'est un moment où les médecines douces sont énormément en vogue. C'est un moment aussi où on commence à prendre en charge médicalement des maladies de société, des maladies chroniques telles que l'obésité, le diabète, telles que les cancers des poumons après la cigarette, alors que les industriels du tabac nous avaient dit que c'était pas nocif du tout. Bon, du coup, il y a un peu l'impression que la médecine, quand même, ça met des pansements sur des maladies sociales qu'on a inventées et qui n'existaient pas le siècle auparavant. Donc, la critique de l'institution médicale, elle va dans ce contexte-là aussi. Et leur conception d'une sorte de pratique médicale autonome, c'est une forme de soins et d'hygiène que tout le monde pourrait prendre en charge au quotidien. Et dans le fond, amener les gens à réfléchir sur leur santé mentale avant d'aller dans la case burn-out et psychiatrie et dépression médicamenteuse, etc. Finalement, c'est une façon de prendre en charge sa santé mentale, de prendre soin de soi avant d'en être complètement dépossédé et de ne plus pouvoir le faire. Et donc, dans leur idée, c'est de dire l'hygiène, le soin de soi, c'est une tâche existentielle quotidienne. C'est pas la tâche que vous confiez à un médecin une fois que vous êtes en bout de chaîne, enfin, vous êtes au bout du rouleau et une fois tous les 10 ans, vous faites un gros check-up, quoi. Ça marche pas comme ça, vous n'êtes pas une voiture, c'est un truc qu'on entretient au quotidien. Et là-dessus, Gore, c'est une réflexion très intéressante. Il dit, dans le fond, pour reprendre le contrôle de sa santé, il faudrait d'abord reprendre le contrôle de ses rythmes de travail. C'est illusoire de croire que vous prenez soin de vous-même si vous subissez vos conditions de travail, si vous subissez des horaires, du travail de nuit, beaucoup de déplacements, etc. Et qu'en fait, vous avez juste l'impression que le corps, il essaye de vous soutenir à bout de bras. Et d'ailleurs, généralement, quand vous tombez malade ou un truc comme ça, c'est après un moment où votre corps, il a été sous tension, aussi pour des raisons personnelles ou professionnelles. Donc, il y a des choses à faire en amont de tomber malade et d'être dans une situation d'urgence pour éviter d'être dans une situation d'urgence. Mais Gore se dit bien, on a besoin de la médecine quand la vie est en jeu. Bien sûr, là, s'il vous faut une opération cardiaque, on va pas vous la refuser, quoi. Mais il y a peut-être des étapes à faire avant pour éviter d'être dans des situations critiques. L'autre parallèle qu'on peut faire avec la médecine, c'est par rapport à la gynécologie, où les femmes, avant, pour accoucher, il y avait des sages-femmes. Mais les médecins, hommes, ont décidé de reprendre le pouvoir sur le savoir que les femmes avaient entre elles. Et ils ont dit, non, maintenant, pour accoucher, il faut absolument qu'il y ait un gynécologue. Et donc, il y a plein de femmes qui sont suivies par un gynécologue, alors que dans les études de médecine, en gynécologie, on n'apprend pas particulièrement à bien suivre un accouchement. Si vous allez voir votre sage-femme, elle va savoir beaucoup plus de choses, vous allez être beaucoup plus détendu parce qu'il y a cette horizontalité. C'est pas moi j'ai le savoir et vous savez rien. Non, parce qu'en fait c'est dans votre corps que ça se passe, donc vous allez pouvoir m'expliquer ce que vous ressentez. Et il y a plein de femmes qui arrivent juste à accoucher avec des sages-femmes. Les gynécologues ou les spécialistes devraient être là quand ça pose un problème, mais quand c'est quelque chose de physiologique ou qui peut s'accompagner sans avoir fait plein d'études, ça serait plus intéressant de repasser sur ce système-là. On va prendre une deuxième et ultime question, rapide, si vous en avez.
J'en profite aussi parce que comme c'est bientôt la fin d'année, bientôt Noël, vous allez faire des cadeaux à des gens qui sont autour de vous. Vous pouvez aussi leur offrir des choses que vous avez chez vous, qui vous ont plu mais dont vous ne vous servez plus, des livres ou des choses qui vous ont beaucoup marqué, ou alors d'autres choses dont vous ne vous servez plus, et leur offrir. Et ça va contrer un petit peu toute cette notion de capitalisme et de surachat. Moi, j'avais une question aussi sur ce que tu évoques sur le fait de démarchandiser et aussi de partager mieux le travail et les tâches quotidiennes de la cité que peuvent être l'agriculture ou l'enseignement, par exemple, ou d'autres types de métiers qui ont été les métiers, entre guillemets, de première ligne essentiels qu'on a conservés pendant le Covid. Au-delà de Gorce, est-ce qu'il y a d'autres penseurs peut-être plus contemporains qui ont imaginé comment ça pourrait fonctionner concrètement, genre si on veut faire une campagne pour soutenir ça, comment est-ce que ça fonctionne? Parce qu'aujourd'hui c'est pas possible. Typiquement moi je voulais garder 6 heures d'enseignement par semaine et faire autre chose à côté, et le rectorat m'a juste mis un stop, et du coup je suis très curieuse de savoir s'il y a des études qui existent. T'es enseignante du coup? Oui. Alors, là, le domaine de la fiction, ça marche bien pour imaginer comment ça pourrait être sans avoir besoin de faire 46 000 études, etc. Et par exemple, je vous conseille la lecture des 2 livres d'Adrien Klent qui s'appellent Bonjour Paresse, et ensuite le 2e tome, c'est La vie est à nous. Et pour vous la faire courte, et c'est pas trop spoilé, mais en gros, c'est un candidat pour la paresse qui est un grand économiste qui a eu le prix Nobel, qui se lance dans l'élection présidentielle avec ce projet fou de passer le temps de travail à 15 heures par semaine. Et donc les gens disent mais qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et il gagne l'élection de justesse. Et le 2e tome, La vie est à nous, c'est comment ça se passe dans cette nouvelle société. Et il imagine un système où il y a des gens qui sont à 15 et donc qui travaillent que 15 heures par semaine, et le reste du temps ils font autre chose. Et parfois il a des exemples, il raconte comment ça se passe. Et il y en a qui sont décalés, donc ils continuent de travailler à temps plein, mais il y a une journée par semaine qu'ils donnent à la collectivité, à des entreprises d'intérêt général, à des associations, etc. Et Adrien Klent, du coup, comme on est sur l'ordre de la fiction, il imagine plein de trucs dans la façon dont ça s'organise, dans l'agriculture, dans le soin, dans l'administration des entreprises culturelles, comment on fait tourner un théâtre, etc. Donc ça donne un peu des idées concrètes, sans avoir besoin de se fonder sur des études, etc. Et là, c'est un peu de l'ordre de la projection, de ce qu'on aimerait avoir comme autre modèle de société. Et je pense que le modèle de la fiction est intéressant pour questionner ça. Donc n'hésitez pas à écrire des romans, à inventer des séries, des films qui mettent ça en scène, à y réfléchir en fait. Ça veut dire aussi finalement comment on a envie que notre société elle tourne. Si on pouvait refaire les choses autrement que l'organisation marchande d'aujourd'hui, comment on ferait? Et finalement c'est une impulsion qu'on aurait pu aussi avoir après le Covid, etc., qu'on peut avoir dans les situations de crise, parce que les crises écologiques qu'on va avoir, ça va être aussi des crises d'approvisionnement, ça va être des crises de comment on satisfait nos besoins essentiels au quotidien. Et en fait, on va peut-être devoir faire preuve d'inventivité, de nouvelles formes de solidarité, etc. Et là-dessus, alors je finis juste parce que ça je l'ai pas dit, mais non, mais je pense que quand on parle de travailler moins, et on a parlé de changer un peu les standards, nos exigences de qualité, etc. Un peu le mot d'ordre qui peut relier tout ça, aussi bien dans notre sphère de travail que dans la sphère un peu plus globale, c'est vraiment l'idée de changer de rythme, de contrer les rythmes du capitalisme qui nous disent dans un mois c'est Noël, allez faire vos courses, qui nous imposent des rythmes de consommation, et vraiment freiner la machine, ralentir la machine. C'était déjà comme ça que les ouvriers boycottaient le taylorisme, en essayant de ralentir la chaîne. Il faut qu'on ralentisse. La force du capitalisme, c'est de nous prendre tous nos temps de vie, y compris aujourd'hui nos temps d'attention, nos temps sociaux, et donc changer de rythme, refuser ces rythmes de consommation, refuser ces rythmes de travail, refuser ces rythmes de vie, accepter de décélérer et de ralentir. Je pense que ça, c'est peut-être le fil rouge de tout ça. Merci à Camille Test et à son invitée Céline Marty pour cette conversation enregistrée dans le cadre du podcast Encore Heureux, auquel je vous invite évidemment à vous abonner si ça n'est pas déjà le cas. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex et réalisé par Paul Berthiaud. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.